Nous avons un cycle de conférences que nous faisons régulièrement, c'est à peu près chaque mois, une conférence par mois sur des sujets européens. Et ceux qui sont là connaissent ces conférences, d'autres connaissent moins ces conférences et leur existence. Et nous avons un cycle de conférences qui fonctionne maintenant depuis 2005 avec une grande régularité sur des thèmes très variés, les institutions européennes, le droit de l'Union européenne, les politiques européennes, les États membres de l'Union européenne. La fois dernière, c'était sur l'Allemagne, la relation franco-allemande et l'amitié franco-allemande, la gestion franco-allemande. Et donc nous passons à beaucoup de thèmes sur ces sujets. Ces conférences sont la plupart du temps organisées en partenariat. Je salue monsieur l'adjoint au maire de Grenoble, Bernard Betteau, en partenariat avec la ville de Grenoble qui épaule l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat avec Europe Direct, qui est un outil d'information de l'Union européenne, bien sûr, avec d'autres partenariats en fonction des thèmes, bien sûr, et cette fois-ci en partenariat avec l'association France-Hongrie Dauphiné, dont le président, M. Rémény, est là, à côté de nous. Et on voulait aussi avoir une relation avec les amis hongrois qui sont à Grenoble, et visiblement ils sont en grand nombre. Je pense que l'ambassadeur pourrait s'exprimer en hongrois. Pas mal de public en face de lui comprendrait ce qu'il dit. D'autres, moi-même, je ne comprendrais rien, mais lui, d'autres pourraient comprendre. Il y a des échanges aussi sur le plan d'éducation avec, là encore, des élèves et des échanges franco-hongrois. C'est tout à fait intéressant. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'ambassadeur de Hongrie en France, qui a bien voulu dialoguer avec nous à un moment complexe et privilégié peut-être, puisqu'il s'est passé des choses en Hongrie, me semble-t-il, hier, aujourd'hui, sur les questions constitutionnelles. Donc, monsieur l'ambassadeur, Laszlo, alors je pense prononcer extrêmement mal, Laszlo Trocani, je le prononce extrêmement mal, bien évidemment, qui va évoquer les relations de la Hongrie et de l'Europe. Je rappelle qu'il a un parcours très riche. Il est un collègue d'une certaine manière. Je suis aussi professeur des universités. Il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Szeged. Voilà. Et il a plutôt aussi étudié les questions d'intégration européenne, de droit constitutionnel, des systèmes constitutionnels à dimension francophone aussi. Et puis, il a aussi joué un rôle pour les échanges francophones en matière universitaire. Il y a toute une série d'échanges qui ont fonctionné grâce à lui. Je rappelle qu'il a été ambassadeur de Hongrie en Belgique de 2000 à 2004, avant d'entrer au Conseil constitutionnel de son propre pays, Conseil constitutionnel dont les pouvoirs ont été révisés récemment dans la Constitution hongroise. Il est donc ambassadeur de Hongrie en France depuis 2010. Alors, j'ai vu dans la littérature, d'articles, parce qu'on voit beaucoup de choses maintenant sur Internet, que vous aviez une vision un peu ouverte de la fonction d'ambassadeur, en disant qu'au fond, un ambassadeur, je ne dis pas que vous évoquiez l'idée qu'un ambassadeur peut tout dire, mais qu'il s'intéresse aux questions économiques, culturelles, politiques, et pas seulement aux questions diplomatiques et traditionnelles. Merci de dialoguer à ce moment un peu particulier. On aura sûrement des débats, des échanges sur ce moment particulier. Et merci de nous aider à mieux comprendre aussi la Hongrie, parce que c'est quand même l'élément déterminant. Je m'aperçois que dans nos conférences, chaque fois que nous essayons de mieux comprendre un État membre de l'Union européenne, le public est assez nombreux et c'est tout à fait précieux. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'Europe, un grand merci pour cette invitation. Excusez-moi parce que je ne parle pas parfaitement en français, mais je fais mon mieux, bien sûr, pour expliquer le sujet l'Europe et la Hongrie. J'aimerais saluer, bien sûr, mes compatriotes qui sont ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lycéennes hongrois qui se sont arrivés du lycée de Budapest. Et ils sont une trentaine, les responsables sont ici. Et je pense que c'est une chose très importante, c'est que montre aussi qu'il y a beaucoup d'échanges entre la France et la Hongrie. Le sujet est très vaste. L'Europe et la Hongrie. Je peux mentionner ici l'Europe et la France. L'Europe, la Hongrie, la Hongrie et la France. Je peux citer aussi le sujet la Hongrie et sa vie économique. La Hongrie, c'est sa constitution.
Alors, il y a plein de sujets, mais j'aimerais vous donner plutôt une synthèse concernant différents sujets. Mais avant que je commence mon discours, j'aimerais citer quelques citations qui sont importantes. Vous savez très bien que la Hongrie fait la présidence en 2011, le premier parti 2011, de janvier jusqu'au juin. À cette époque-là déjà, et après aussi, quand même la Hongrie était souvent dans la presse, et je veux citer encore deux ministres qui ont donné différentes visions sur la Hongrie. Le chef de la diplomatie française, pas actuel mais précédent, Alain Juppé, considère qu'il y a un problème aujourd'hui en Hongrie où une nouvelle constitution est entrée en vigueur, consolidant les pouvoirs du Premier ministre conservateur Viktor Orbán. Il appartient à la Commission européenne de vérifier que ces nouveaux textes constitutionnels respectent ce qui fait le bien commun de tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'état de droit et le respect des grandes valeurs démocratiques, a déclaré Alain Juppé pour une télé française. Après, M. Wauquiez a dit les choses suivantes. En France, il était usé de classer la Hongrie parmi les pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, cette expression qui ignorait à la fois les évidences de la géographie et celle de la vie de l'esprit est tombée en désuétude. La Hongrie a administré la preuve qu'elle méritait sa place au cœur de l'Europe. Il n'y a plus une nouvelle et une ancienne Europe. J'ai la conviction que cette Europe danubienne, longtemps divisée par l'histoire et unifiée grâce à la construction européenne, peut être l'histoire à succès de l'Europe aujourd'hui et de demain. J'y ai multiplié des déplacements depuis ma prise de fonction et je continue à le faire porteur de l'intérêt de la diplomatie française. C'était deux citations. Et permettez que je vous lise aussi une troisième citation. C'est un peu plus ancien. La nation hongroise, avec sa constitution millénaire, vit et lutte au centre de l'Europe. De longs siècles durant, elle fut le rempart de la civilisation contre la barbarie de l'Orient. Chez elle se brisèrent les invasions orientales. Grâce à elle, la civilisation, l'industrie et le commerce purent librement se développer au-delà de nos frontières. Les guerres extérieures et intérieures ne laissèrent intacte qu'une seule chose, notre Constitution. Cette citation, ça vient de 1910. Mais ça montre aussi que la Constitution et la constitutionnalité, c'était toujours une chose très très importante en Hongrie pendant des siècles. Mais avant que je commence vraiment mon discours, je pense que j'ai préparé quelques diapositives pour présenter qui sommes-nous. Je pense que c'est pas mal si nous pouvons parler quelque chose. Alors, c'est un petit cas géographique que vous connaissez très bien. Alors, il y a 450 millions d'habitants en Europe, à peu près. Et parmi les 450 millions, il y a 10 millions Hongrois qui habitent en Hongrie. Alors, entre Paris et entre Budapest, il y a 1600 km. Il y a un vol direct entre Paris et Budapest, Lyon et Budapest. Qui sont nos voisins? Alors les voisins, nous sommes en Europe centrale, vous voyez la Danube et ça des deux grands fleuves. Alors Austria, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Croatie et Slovénie. Mais si vous faites la comparaison, vous regardez aussi immédiatement que l'Autriche appartient à la zone euro, Slovaquie appartient à la zone euro, Ukrainienne. Les Ukrainiens, c'est un peu différent parce que ce n'est pas un pays candidat. C'est pas sûr que l'Ukraine va atterrir dans un jour à l'Union européenne, c'est une autre question. C'est le partenariat, quel type de partenariat avec l'Ukraine. Roumanie qui n'est pas membre de la zone de Schengen. Croatie qui entre dans l'Union européenne en 1er juillet. Slovénie aussi depuis 2010, 2004, membre de l'Union européenne et introduit la zone euro aussi. Alors, et la Serbie qui devient un pays candidat. Mais la question, c'est autre question. Mais vous voyez maintenant, c'est la richesse autour de la Hongrie, que nous sommes absolument en Europe centrale et entourés de différents pays avec de différents charismes, avec différentes capacités. C'est la raison pour laquelle ce que j'aimerais dire que pour nous, c'est la Hongrie, c'est un État qui se trouve en Europe centrale. En France, quand je suis en France, j'entends toujours le discours dans les pays de l'Est. Chez nous, c'est une autre situation parce que l'Europe centrale, c'est une notion géographique, mais en même temps politique aussi. Parce qu'il faut connaître l'histoire
Si vous connaissez l'histoire, Prague, Bratislava, Ljubljana, Budapest, alors là-bas, nous avons notre propre histoire et nous disons que l'histoire de l'Europe centrale. Alors ça signifie que, dans mon point de vue, c'est une notion géographique, mais c'est une notion politique où la culture est un peu différente que, par exemple, à Moscou, c'est un pays de l'Est, dans notre point de vue. Alors, mais je voulais vous montrer aussi qui sont nos voisins. Mais regardons, alors, qui sont les Hongrois? Il faut que je parle quelques mots sur l'histoire aussi. Les Hongrois se sont arrivés vraiment en 1800 à peu près en Europe centrale. Et les Hongrois étaient derrière de l'Ural et ils sont arrivés alors vers l'Est et ils se sont restés en Europe centrale. À cette époque-là, encore Esztergom était la capitale de la Hongrie, Esztergom. Et il faut que j'avoue aussi que qui étaient nos voisins? Nos voisins étaient encore l'Empire byzantin, ici à sud. À l'autre côté, il y avait Saint-Empire romain, à gauche, comme vous voyez, Saint-Empire romain, la Pologne, la Russie et les, je ne sais pas que je prononce bien le nom, les Péchenègues, exactement, les Péchenègues. Voilà, c'est notre histoire, mais notre langue, c'était différent que les langues qui étaient de nos voisins, parce que c'est une langue unique, nous disons que finno-ugrienne, mais il faut que j'avoue que pendant des décennies, pendant un siècle, les Hongrois sont arrivés de l'Est, derrière de l'Ural vers l'Europe centrale. Bien sûr, il y avait beaucoup de mélanges avec les Turcs, etc., etc. Mais nous disons que c'est la langue finno-ugrienne, mais quand même avec beaucoup d'influence de la langue turque et les autres langues aussi de l'Asie. Après, si nous allons un peu plus loin, mais vous voyez, c'est le bassin de Carpates autour nous sommes autour dedans, et autour de nous, il y a le bassin de Carpates. Ça va changer à peu près 1500, quand il y a l'invasion turque. Et vous voyez que la Hongrie, c'est la première grande occupation en Hongrie, parce que l'occupation, c'est un mot très important dans notre histoire. Et cette occupation par les Turcs pendant 150 ans, et vous voyez, c'est l'Empire ottoman. Et ici, avec le couleur jaune, vous voyez une entité qui s'appelle Transylvanie. Transylvanie qui est aujourd'hui en Roumanie, mais c'est une entité indépendante. Et il y avait, ça s'appelle les Habsbourg. Alors c'est la monarchie, le royaume Habsbourg. Le pays était divisé en trois. Et la Hongrie a subi une occupation pendant 150 par les Turcs, qui est très important, parce qu'à cette époque-là, à Manchester ou ailleurs, il y avait une grande révolution industrielle. Il y avait, quand vous êtes à Anvers ou ailleurs, vous voyez les grandes constructions, des grands basiliques, etc. Et chez nous, à cette époque-là, malheureusement, notre richesse a disparu. Et nous étions dans une situation extrêmement difficile pendant 150 ans. Nous avons fait quelques compromis avec les Turcs, c'est-à-dire qui habitaient en Transylvanie. Après, je veux mentionner aussi à cette époque-là, qu'après, quand les Turcs ont quitté la Hongrie, alors il y avait une domination de Habsbourg. Pendant 100 ans, plus que 100 ans, il y avait une domination Habsbourg en Hongrie. En 1703, entre 1711, il y a une révolution et une guerre indépendante contre les Habsbourg. Ça a échoué. Alors après, il y avait une autre révolution contre les Habsbourg qui est très importante, 1848-49, révolution, guerre d'indépendance contre les Habsbourg. C'était influencé par les événements à Paris, c'était le printemps de 1848, mais malheureusement ça a échoué parce que les Russes avaient une coalition avec les Autrichiens et un autre, mais c'était aussi, vous pouvez imaginer, dans l'histoire d'un pays, un élément, qu'il y avait une domination Habsbourg et nous avons voulu une indépendance constitutionnelle, mais malheureusement, ce n'est pas réussi. Et après, c'était une coalition avec les Autrichiens qui était très importante. En 1867, c'était un empire se transforme en double monarchie austro-hongroise. Austro-hongrois, et ça signifie que vous connaissez très bien l'histoire, alors c'était une époque où il y avait certaines idées d'intégration déjà en Europe centrale, alors avec les Slovènes, avec les Tchèques,
Je ne peux pas dire que le système était convenable pour tout le monde. Je ne veux pas dire que tout le monde était content pendant la monarchie. Je ne veux pas dire parce que des minorités, etc. Mais quand même, il y avait une idée de faire une certaine intégration en Europe centrale. Mais vous savez très bien qu'est-ce qui se passait 100 ans auparavant. La Première Guerre mondiale a éclaté. 1914, l'année prochaine, il y aura le 100e anniversaire de l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Gavrilo Princip, qui est un jeune Serbe qui a assassiné le successeur de trône autrichien. Et après, nous avons participé dans cette guerre contre notre volonté, mais il fallait parce que François Joseph a décidé qu'il faut agir et les Allemands ont décidé pareillement. Et après, étant donné que l'Autriche-Hongrie a perdu la guerre avec l'Allemagne, alors voilà, il y avait un autre cas déjà, c'est la Hongrie actuelle. La Hongrie actuelle, c'est avec les voisins, à cette époque-là, il y avait Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Il n'y avait pas de Croatie, il n'y avait pas de Serbie, mais Yougoslavie était notre voisin. C'était 1918, c'était le traité de Trianon. Et ce traité de Trianon qui a provoqué beaucoup de, comment dirais-je, sentiments chez nos dirigeants, mais c'est tout à fait compréhensible à cette époque-là parce que la Hongrie a perdu 2 tiers de la Hongrie et en plus 1 tiers de la population habite en dehors de la Hongrie à cette époque-là. Ça signifie aussi que nos politiciens, entre 2 guerres mondiales, ont choisi le révisionnisme irrédentisme, en espérant qu'il est possible de récupérer les territoires perdus. Il faut que j'avoue qu'à cette époque-là, M. Horthy, alors qui était notre au lieu de roi, qui était à Madeira, à cette époque-là, Madeira, je ne sais pas comment dire en français, alors M. Horthy, qui était amiral Horthy, elle était ultra-conservateur qui a dirigé le pays de guerre, et nous sommes devenus alliés de Hitler. Et alors, qu'est-ce qui se passait? La Hongrie, avec les Allemands, comme vous savez très bien, a perdu, bien sûr, cette guerre, et ce n'était pas une belle histoire dans notre histoire, il faut que j'avoue aussi, mais qu'est-ce qui se passait après? Que les Russes se sont arrivés comme libérateurs, mais après, ils sont devenus pas libérateurs. Et ils sont restés là-bas pendant 40 ans, plus que 40 ans, et c'est une occupation, une nouvelle occupation en Hongrie. Et si vous voyez l'histoire de la Hongrie, il y a plein d'occupations. Occupation des Turcs, domination des Habsbourg, et après il y avait les Allemands, influence allemande, et après les communismes avec idéologues russes, idéologues soviétiques plutôt. Nous avons voulu bien sûr sortir de cette clivage, de cette situation. C'était la grande révolution, vous connaissez 1956, mais malheureusement cette révolution a échoué aussi. Il y a beaucoup d'Hongrois qui ont quitté la Hongrie à cette période-là. Ils se sont arrivés ici, en France ou ailleurs. Mais notre histoire, quand même, ça montre que nous avons subi beaucoup de difficultés. Et je pense que quelqu'un qui souhaiterait comprendre un petit peu l'âme hongroise, dans ce cas, il faut connaître aussi l'histoire hongroise. Parce que je pense que dans toutes les personnes, il y a une certaine connaissance réflexe historique. Et c'est une chose très importante. Et comme je vous ai mentionné, la constitution millénaire, en Hongrie était le seul pays, en dehors des Britanniques, où nous n'avons pas adopté une constitution en forme écrite, mais il y avait un droit coutumière plutôt, où des différents documents en forme écrite, comme Magna Carta hongroise, les différentes cartas, différentes lois, différents bills, se composaient ensemble la constitution hongroise. Alors notre histoire, c'est un peu atypique, mais nous sommes arrivés en 1989. Et nous sommes arrivés pour un changement de régime, et je pense qu'il faut que je parle aussi quelques mots concernant le changement de régime. Parce que le changement de régime était aussi spécifique. Spécifique parce qu'il y a l'ancienne élite et les nouveaux partis politiques qui arrivent aussi, qui vont créer en Hongrie. Alors il fallait faire une coalition.
les anciens communistes étaient autour de la table d'un côté, et d'autre côté, les intellectuels, les écrivains, les différentes personnes de bonne volonté, sans expérience, qui ont voulu un changement de régime. Alors, nous n'avons pas adopté une constitution, mais nous avons modifié la constitution en 1989, c'est la date de notre constitution. C'est une constitution stalinienne, parce que le modèle était la constitution soviétique 1936. Nous avons adapté cette constitution 1949 en remerciant toutes les aides pour l'Union soviétique. Et nous avons modifié cette constitution avant le changement de régime encore, avant la première l'élection libre, parce que c'était en mai en 1990, et nous avons alors un compromis entre ancienne élite et les nouveaux partis politiques, et alors les écrivains et les différentes personnalités. Il y avait un compromis qu'il faut adopter une nouvelle constitution après les élections libres. Alors, la date de cette constitution, ça reste 1949, et dans la préambule, ils ont mentionné une phrase, ils ont écrit une phrase en disant qu'il faut adopter une nouvelle constitution après les élections. Bien sûr que ce n'est pas réussi jamais, parce qu'il y avait 2/3 majorité au Parlement pour adopter une nouvelle constitution. Mais si nous souhaiterions caractériser ce changement de régime, alors je peux vous mentionner différents éléments. La première chose, manque d'expérience, quelque chose de très important. L'esprit de la démocratie est très restreint pendant des années communistes. Le changement de régime est arrivé à la façon très vite. C'est une fête. Peut-être vous pouvez dire que ce n'est pas seulement en Hongrie, mais ailleurs aussi, comme en Pologne, en Tchécoslovaquie, mais je pense que c'est vrai, en particulier en Hongrie. Il y avait bien sûr beaucoup de bonne volonté de la part des intellectuels, mais quand même, il y avait un manque d'expérience. Manque d'expertise. La nouvelle élite était très faible. Pendant 40 ans, les opposants du système communiste ne pouvaient pas s'organiser. C'était tout à fait normal qu'il y ait une nouvelle élite qui est faible. Après, la transition était pacifique, comme je mentionnais. Ça signifie aussi qu'il y avait une force de l'ancienne élite. La force de l'ancienne élite qui a dit que j'ai une expérience, je parle différentes langues, je suis capable de gérer le pays, et je peux faire le compromis avec les grandes sociétés multinationales pour être directeur, grand directeur, etc., les sociétés qui viennent implanter en Hongrie. Mais c'est une fête. J'ai participé à cette époque-là comme avocat, alors j'ai participé dans certaines transactions, certaines privatisations, et j'ai vu aussi que d'un côté, alors, les grandes sociétés multinationales étaient très très fortes au niveau juridique, au niveau économique, et la ville, l'État était combien de faible à cette époque-là en Hongrie à cause de manque d'expertise. L'autre chose, que c'était la période de capitalisme sauvage. Le capitalisme sauvage, ça signifie qu'il est possible en tout, presque tout, et alors c'est un paradis où il faut aller investir, c'est un marché ouvert pour les anciens pays de l'Union européenne, mais c'est tout à fait normal. Alors nous avons commencé la privatisation, et l'esprit était que l'État faible. L'État faible parce que nous n'avons pas besoin d'un État fort. L'État faible parce que pendant les communistes, il y avait l'État fort. Et bien sûr que nous avons voulu une autre chose. Au lieu de l'État fort, ça suffit l'État faible, alors qu'il fait plutôt des services vers les citoyens. Il y a un partnership entre l'État et entre les citoyens. Alors, il y avait une autre idée, c'est tout à fait naturel qu'immédiatement après le changement de régime, nous avons voulu montrer qu'il y a un partnership entre les citoyens, entre l'État. Mais l'État faible, qu'est-ce qui se passe quand il y a privatisation? Alors, ce n'est pas évident qu'est-ce que signifie l'État faible. Mais à côté de ça, il y avait une fierté nationale. Une fierté nationale parce que nous avons repris notre souveraineté. Alors, notre indépendance, qui est une chose très, très importante. Alors, si vous voyez cette situation assez complexe, il y a différents éléments, et je pense qu'il faut bien comprendre, parce que ce qui se passe aujourd'hui sont déterminés, ce qui était passé 20 ans auparavant. Alors, je pense que après, bien sûr, nous avons commencé une procédure européenne. Une procédure européenne, ça signifie qu'il fallait acquérir à l'OTAN. Alors, c'est arrivé en 1997.
entre les partis politiques, il y avait un énorme compromis parce que nous avons pensé que les États-Unis américains et les alliés peuvent défendre la Hongrie, l'Europe centrale, qui était notre ennemi. Notre pas ennemi, mais qui était, comment dirais-je, dans notre sens, qu'il faut donner protection contre qui? Bien sûr que l'Union soviétique. À cette époque-là, parce que, est-ce qu'il y a un changement de régime là-bas? Comment se réalise ce changement de régime? Il y a des réflexes immédiatement dans la société, et l'OTAN était bien sûr pour nous un élément très rassurant contre le pacte de Varsovie, parce que la Hongrie était membre du pacte de Varsovie pendant des décennies. Alors, c'était normal, tout à fait légitime, que pour nous, l'OTAN, c'était une chose très importante. À cette époque-là, personne n'a pas parlé encore de la défense européenne. Il faut que j'avoue, 1997, le sujet était plutôt l'OTAN. Aujourd'hui, nous parlons de la défense européenne, mais c'est un autre sujet. Et bien sûr, en 1998, nous avons déposé notre demande d'adhésion à l'Union européenne en disant qu'il y a un autre chemin, un seul chemin. Et il y avait un énorme compromis entre les partis politiques qu'il faut suivre le chemin européen. Il y a toujours dans la société, il y a des extrémistes. Alors chez nous aussi, il existe des extrémistes qui a dit à cette époque-là, il s'appelait à cette époque-là Miep, qui a dit que non, il ne faut pas, parce que souveraineté, il y a une troisième route, etc., au lieu d'atterrir à l'Union européenne, il faut rester en dehors. Mais toutes les partis démocratiques étaient d'accord qu'il faut suivre le chemin européen et il faut atterrir en Union européenne. Il n'y avait aucun doute. Moi-même, les étudiants à l'université, les jeunes étudiants, nous avons pensé que la seule possibilité est d'atterrir l'Union européenne. Alors, c'était en 1998, quand nous avons déposé notre demande d'adhésion. Il faut que j'avoue aussi qu'à cette époque-là, la Hongrie était le meilleur élève parmi les pays candidats. Qui était notre Premier ministre à cette époque-là? M. Viktor Orban. Qui était à cette époque-là notre ministre des Affaires étrangères? M. János Martonyi, qui sont actuellement aussi au pouvoir. Mais je me souviens très bien, parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà l'ambassadeur à Bruxelles, que tout le monde a dit, voilà, avec les Hongrois, il est possible de négocier. Nous étions l'exemple. La Pologne était un peu, comment dirais-je, difficile à cette époque-là. Comment il faut négocier avec les Polonais. Mais avec les Hongrois, c'est facile. C'est facile. Alors ça signifie que nous avons réussi toujours à clôturer tous les chapitres, presque premièrement. Et j'étais très fier d'être ambassadeur là-bas, parce que voilà, je représente un pays, le meilleur élève parmi les pays candidats. Voilà, c'est une magnifique chose magnifique. J'ai déjà entendu quelques critiques, oui, mais quand même, votre politique intérieure, mais tout le monde était dans l'enthousiasme de l'élargissement. Et il faut que j'avoue que je pense que l'élargissement, du point de vue hongrois, du point de vue des pays d'Europe centrale et de l'Est, c'est bien réussi. Je me souviens très bien que la publicité était très, comment dirais-je, mal réussie ici, pas seulement en France, mais en Europe occidentale. Il y a très peu d'explications pourquoi il faut cette réunification. À quoi ça sert cette réunification? Quels sont les avantages ou quels sont peut-être les risques? Mais j'ai estimé que j'ai habité en Belgique. Je peux mentionner seulement le comportement des politiciens belges. Ils ont voulu cacher tous les problèmes sous le tapis en disant qu'il ne faut pas parler sur cet élargissement. Alors ça marche parce que les politiciens ont décidé, mais l'opinion publique ne savait pas qu'est-ce que signifie cet élargissement. Pourquoi il faut élargir? Pourquoi il faut unifier l'Europe? Pour nous, c'était un problème, il faut que j'avoue. Pour nous, c'est un plaisir d'adhérer à l'Union européenne, mais d'autre côté, nous avons vu une certaine incertitude de l'autre côté, que c'est vraiment avantageux. Comment ça fait? Je me souviens très bien un souvenir personnel. En 2004, le 1er mai, c'est notre jour d'adhésion à l'Union européenne. Et j'ai reçu l'invitation avec mes collègues, les ambassadeurs des pays de l'Est, des pays qui adhèrent à l'Union européenne, pour participer à de grandes fêtes à la Grande Place à Bruxelles. Et j'étais là-bas, bien sûr, j'étais très fier d'être là-bas, représenter mon pays comme ambassadeur. J'étais l'ambassadeur de Slovaquie, de Tchéquie, mais malheureusement, les ambassadeurs des anciens pays de l'Union européenne n'étaient pas là-bas. Alors, reste toujours un souvenir. Reste toujours un souvenir que nous étions là-bas 10, et où étaient les 15? Pourquoi nous n'avons pas réussi à fêter ensemble cette unification européenne? Excusez-moi que je parle franchement, mais je pense qu'il y a des éléments, et comme je vous ai dit, les Hongrois sont très fiers, il y a des sensibilités, etc., etc. Je pense que c'est un élément très important que l'Europe, à mon avis, a raté un petit peu ce plaisir.
Parce qu'il faut toujours être heureux ensemble. Dans une famille, le père, la mère et les enfants, s'ils sont contents ensemble, ça marche très bien. Alors, mais ici, il me semblait qu'il y avait un plaisir de côté de nous en particulier. Mais bien sûr, nous avons commencé, après cette arrivée en 2005, cet référendum en France. Je ne veux pas aller dans le détail parce que vous connaissez beaucoup mieux les circonstances. Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas après? Et bien sûr que c'est le premier élément. Quand il y a incertitude en Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe? Où est le chef? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? C'est une question. Et depuis, maintenant, je parle plutôt universitaire. Mais si je peux identifier, quand est-ce qu'il commence le problème? Un problème de compréhension, je pense que le premier date, c'est peut-être 2005, lors de ce référendum. Ben voilà, alors c'était quand même, nous avons rentré à l'Union européenne en 2004, et je pense qu'il y avait différentes périodes, bien sûr, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, est-ce que les Polonais plombiers, est-ce que les Hongrois posent combien de difficultés en Europe, est-ce qu'il est possible de laisser qu'il y ait la libre circulation en Europe, ou il faut introduire des régimes transitoires. Alors, d'un côté, bien sûr, l'Europe occidentale avait peur. Qu'est-ce qui signifie cet élargissement? Bien sûr, il y avait déjà un certain exemple avec l'Espagne, avec le Portugal, mais j'ai bien compris que l'Europe ne veut pas que les Hongrois viennent avec grande masse ou les Polonais, etc. Nous avons accepté qu'il y a un système dérogatoire, alors qu'il faut faire accepter. Et nous avons voulu introduire aussi notre protection. Notre protection, c'était par exemple les terres agricoles. Nous avons voulu éviter que, par exemple, il n'y avait pas de prix de terres agricoles à cette époque-là. Nous avons voulu éviter que nos amis autrichiens ou nos amis allemands viennent d'acheter les terres agricoles, par exemple, un bon marché. Et c'est nous qui nous avons demandé les périodes transitoires. Alors, à mon avis, il y avait un win-win peut-être dans ce point de vue, que nous avons demandé de période de dérogation, et l'autre partie de l'Europe a demandé envers l'Europe centrale aussi une période de dérogation. Je pense que quand même c'était acceptable parce que c'était un business, peut-être. Alors, comment je protège mes intérêts et comment je protège mes intérêts. Je pense que c'était acceptable. Mais c'était bien sûr pas une guerre, mais peut-être plutôt une discussion éternelle entre les anciens pays de l'Union européenne et les États qui sont atterrés. Et la grande question, est-ce qu'il y a différence entre deux groupes? Et je pense qu'ici, il faut réfléchir que est-ce qu'il y a de nouvelle Europe et ancienne Europe? Parce que ici, c'était une question aussi. Je me souviens très bien que M. Chirac, le président, a mentionné une phrase que vous connaissez aussi, que nous avons raté d'être, comment dirais-je, de taire, se taire. L'occasion de se taire. L'occasion de se taire. Mais c'est pour les Polonais, plus que pour les les Hongrois. Plutôt, oui, exactement, je sais, mais les Polonais sont nos amis, alors ça signifie quand même qu'il y a immédiatement alors, des connexions, que peut-être la Hongrie a participé aussi dans cette discours mal vu, etc., etc. Mais je ne veux pas aller très loin, mais peut-être je voulais montrer que quand même il y a une discussion entre les anciens États et les États qui sont arrivés. Mais le débat était plutôt, pas autour des valeurs démocratiques, mais autour plutôt le free movement of workers, alors c'est la libre circulation des travailleurs, la protection de terres, et les autres choses, Irak par exemple, est-ce qu'il faut lancer une guerre contre l'Irak ou il ne faut pas? Est-ce qu'il faut utiliser l'OTAN ou sans OTAN? Il y avait plein de débats à cette époque-là, en 2001-2002. Il y a la convention, que vous connaissez très bien, la convention 2002-2003, et c'était une période où nous avons pensé que voilà, c'est une période qu'il y a une constitution européenne. Mais la constitution européenne, comme je l'ai mentionné en 2005, c'est pas réussi. Alors, après, il fallait choisir qu'est-ce que nous souhaiterons, qu'est-ce que nous attendons de l'Europe. Quel type de l'Europe? Est-ce qu'un État fédéral ou une Europe des États membres? Alors, des États-nations. Et là, aussi en Hongrie, il y avait un certain débat. Aujourd'hui aussi, il existe des débats. Et je ne peux pas donner une réponse claire. Parce qu'il y a les gens qui sont favorables pour l'État fédéral en disant qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut donner une plus grande légitimité pour l'Union européenne, mais il y a beaucoup de monde, et mon gouvernement actuellement dit aussi que l'État souverain qui partage sa souveraineté avec l'Union européenne,
Mais l'Union européenne, ce n'est pas une entité constitutionnelle. Comme Conseil de l'Europe, ce n'est pas une entité, il n'y a pas d'un ordre constitutionnel de l'Union européenne, un ordre constitution de Conseil de l'Europe. Bien sûr qu'il y a des documents très importants, mais il y a des constitutions pour les États membres. Alors, ça signifie que notre vision aujourd'hui, qu'il y a une souveraineté partagée avec le principe de subsidiarité. Et ici, que je retourne un petit peu la politique intérieure de la Hongrie, je pense que, après je commence le débat avec l'Union européenne, l'autre type de débat. Alors, ici, comme constitutionnel, je commence par parler, mais je vais mentionner les éléments. Nous avons adopté en 2010 une constitution, mais il faut que j'avoue pourquoi il fallait adopter une constitution en Hongrie. Parce que, entre 2000, ma propre vision, il faut que j'avoue, alors je suis sûr et certain qu'en Hongrie ne partage pas tout le monde avec ma propre vision. Mais je pense que jusqu'en 2010, il y avait une crise économique, crise morale et crise politique en Hongrie. Entre 2006 en particulier et 2010. Notre Premier ministre, à cette époque-là, M. Gyurcsány, a mentionné que nous avons menti le matin, nous avons menti pendant la nuit et nous avons menti toujours. Et grâce à ce mensonge, nous avons gagné les élections. Et vous pouvez imaginer qu'est-ce que signifie dans une société si un Premier ministre déclare qu'il a menti tout le temps pour gagner les élections. Alors, c'est une fraude. Bien sûr que la légitimité de ce gouvernement diminue immédiatement dans les yeux de la population. Ce n'est pas un discours de Premier ministre, mais je ne sais pas, est-ce que c'est une provocation, comment c'est arrivé que c'était devenu public cette information, mais c'était peut-être, et de cette époque-là, il y avait tout le temps des manifestations dans la rue, tout le temps, presque chaque jour, et ce n'était pas une bonne chose, regardez les chars de temps en temps dans la rue, ou des soldats avec les fusils. Et je pense que ce n'est pas une période très je peux dire que très agréable quand il y a une crise politique. Crise politique à cause de ça qu'entre le président de la République et entre le Premier ministre, il y avait un conflit. Le président de la République a voulu nommer quelqu'un, non, le Premier ministre a voulu nommer quelqu'un, le président a refusé ou au contraire. Alors ça signifie qu'entre les différentes institutions, il y avait un débat. Et le troisième élément, il y avait une énorme corruption en Hongrie à cette époque-là, énorme corruption avec une situation budgétaire catastrophique. Notre déficit budgétaire était presque 9%, 9,5%. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que signifie 9,5%, alors que le parti politique, le gouvernement a donné bien sûr les cadeaux, entre guillemets, et il y a une responsabilité dans le budget budgétaire. Alors, c'est la raison pour laquelle un parti politique a gagné les élections avec 2/3 majorité. C'est clair. Quand il y avait une situation catastrophique dans un pays, et la population est tout à fait mécontente, ne veut pas voter pour le Parti socialiste parce qu'à cause de différents éléments, ce que je vous ai mentionné, alors bien sûr que les militants du Parti socialiste restent à la maison, ne participent pas aux des élections parce qu'ils ne peuvent pas avec plein cœur voter pour ce parti politique, et l'opposition devient très forte. Et l'opposition a gagné les élections démocratiquement, librement, il n'y avait pas de fraude aux élections, a gagné les élections avec 2/3 majorité. Et le problème commence ici. Le problème commence ici parce que en Europe n'existe pas un pays où un parti politique dispose de 2/3 majorité. Je ne connais pas. Il y a bien sûr il y a des différentes coalitions, types de coalitions, grandes coalitions, gouvernements minoritaires, et je peux mentionner différents types de gouvernements, mais un gouvernement qui a 2/3 majorité, c'est unique dans l'histoire en Europe. Je pense que c'est un rêve pour les politiciens français, allemands, ou je ne sais pas quel type de politicien, pour gagner 2/3 majorité dans un parlement, parce que c'était quand même, c'est infâmable. Je sais. Mais on dit que M. Orbán, un Français, M. le Premier ministre, a dit que, écoutez, nous avons reçu une énorme possibilité. Nous avons reçu une énorme possibilité. Il a dit, entre 2 tours,
s'il gagne des élections avec 2/3 majorité, il veut faire une grande réforme. Les grandes réformes. Les grandes réformes constitutionnelles, les grandes réformes économiques. Et alors, il faut donner une relance au niveau économique et donner une morale dans la société. Alors, le commencement en 2010. À cette époque-là, M. Orban est allé chez M. Barroso en demandant qu'au lieu de 5% de déficit budgétaire, au lieu de 5%, nous souhaiterions à peu près obtenir 4%. Et M. Barroso a dit, c'est impensable, il faut respecter de 3%. Et M. Orban, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, je peux le faire, mais je ne veux pas introduire des restrictions envers les simples citoyens, parce que je ne veux pas que les simples citoyens seront les victimes de cette restriction budgétaire pour 3%. Et c'est notre bataille européenne a commencé à cette époque-là, parce que M. Orban a introduit différentes taxes. De taxes dans le secteur bancaire, de taxes dans le secteur d'assurance, de taxes de crise dans le secteur énergétique, taxes de crise dans le secteur télécom, et peut-être j'ai oublié un 5e, mais alors vous voyez que ce sont les secteurs de clés dans une société. Et on a dit qu'écoutez, les banques ont gagné, enrichi beaucoup, les représentants du secteur énergétique ont gagné l'argent aussi suffisant, ils ne sont arrivés pas pour 2 ans, ils sont obligés de participer dans cette solidarité nationale. C'était, entre guillemets, entre parenthèses, c'est plutôt une politique gauche. Mais, alors, il a introduit différentes taxes qui ont touché les intérêts, heurté les intérêts des grandes sociétés multinationales. Vous pouvez imaginer la réaction au niveau européen. Au niveau européen, ce n'est pas la coutume des grandes sociétés de faire accepter toutes les choses. Parce que si c'est fait en Hongrie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et dans les autres pays. La Hongrie, c'est une petite, comment dirais-je, mistake in English, faute statistique dans un bilan dans une grande société. C'est une petite faute minuscule. Mais si les autres États introduisent le même type de taxe, dans ce cas, ça peut être dangereux. Alors, c'est mon propre opinion personnelle que nous avons heurté les intérêts des grandes sociétés multinationales. Alors, c'était le premier grand combat européen, et j'ai donné plein de conférences pendant la présidence hongroise, parce que nous avons introduit de différentes taxes pendant la présidence hongroise, ou avant, que, écoutez, s'il y a une crise dans une société, alors, dans ce cas, ce n'est pas seulement les citoyens qui participent dans la souffrance, mais alors c'est une obligation morale que tout le monde participe dans une certaine mesure dans cette souffrance. Alors, c'est la première chose. Deuxième chose, que nous avons adopté une loi sur les médias. Est-ce qu'il est bien sûr bien possible de discuter aujourd'hui que c'est logique et c'est une bonne chose adopter une nouvelle loi sur les médias le jour quand commence la présidence hongroise. Ça, bien sûr, il y a débat autour de ça, mais vous savez, est-ce que c'est une présidence bonne ou non? Qui est-ce qui évalue? La presse. La presse qui dit que c'est une bonne présidence ou c'est une mauvaise présidence. Et bien sûr qu'entre les journalistes, il y a une fraternité, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Entre les avocats au niveau européen, il y a la même chose, entre les architectes, etc., etc. Bien sûr que les journalistes hongrois ont mobilisé immédiatement la presse étrangère en disant que la liberté, la fin de la presse en Hongrie. Je me souviens très bien parce que j'étais à Budapest le 2 janvier 2011 à peu près. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des différents journaux en hongrois avec une page blanche, la fin de la liberté, liberté de presse. Depuis ça, j'entends que la liberté de presse est en danger en Hongrie. Et excusez-moi, mais je parle franchement, c'est une seule chose qui est saine, sacrée pour moi, c'est la liberté de presse. C'est une chose très très importante et comme professeur à l'université, je donne des cours aussi sur ce sujet. Où nous avons commis des fautes peut-être, alors que nous avons voulu un meilleur contrôle au-dessus de Internet. Internet, des blogs, en disant que là-bas il y a beaucoup de risques et la dignité humaine n'est pas respectée par l'Internet. Mais il faut que j'avoue que nous avons échoué parce que la Commission a dit qu'il faut modifier et nous avons dit qu'il faut modifier, nous allons modifier.
Mais j'aimerais vous assurer que la liberté de presse existe. Je lis de temps en temps qu'il n'est pas possible déjà parler en Hongrie, dans le café, ou sous l'écoute téléphonique. Je peux vous assurer que je parle sans problème, mes amis parlent sans problème, et c'est une exagération énorme, exagération que je ne peux pas accepter, qu'il n'y a pas de liberté de presse. Il faut regarder les internets, les différents sites internet, Origo, Index et les autres. Je vois très peu de choses qui disent que c'est un bon gouvernement. Mais je lis toujours que c'est un gouvernement qui fait des choses inacceptables, blablabla. Alors, quand nous disons qu'il n'y a pas de liberté de presse, ça signifie qu'il n'y a pas des presses libres. Mais c'est le premier combat avec l'Union européenne. Deuxième combat, mais nous avons modifié, parce qu'il y avait bien sûr entre les experts, il y avait un débat, et nous avons accepté ce débat. Qu'est-ce que nous disons? Peut-être c'est notre réflexion sur l'Europe aussi. L'Europe, c'est une richesse. Mais autour de la table, il y a des différents participants. Il y a les Hongrois, les Polonais, les Portugais, les Espagnols, et il y a une code routière. Une code routière qu'il faut faire accepter à tout le monde. Mais ça ne signifie pas que n'est pas possible, par exemple, qu'il n'est pas possible de modifier un code routière. Mais il faut bien sûr un compromis commun. L'Europe ne veut pas exclure le débat. Je pense que vraiment, la plus grande chose en Europe, que nous pouvons éviter la guerre. 100 ans auparavant, s'il y a un conflit entre l'Allemagne ou entre la France, il y a une guerre. Aujourd'hui, s'il y a un conflit, il y a des négociations autour de la table. L'Europe qui offre une possibilité pour tout le monde, pour les Hongrois, pour les Portugais, pour tout le monde, bien sûr, arriver avec certaines idées, arriver avec une certaine législation. Et après, il faut discuter. Et à la fin, il y a des joueurs. Les joueurs, c'est la Commission, bien sûr, un contrôleur qui regarde que ça marche bien ou ne marche pas bien. Aucun problème si la Commission veut examiner quelque chose. Il y a plein de procédures d'infraction contre tous les États, toutes les amendes. C'est le rôle de la Commission bien contrôler que c'est le code routier, eh bien, elle ne respecte pas bien. Je ne vois pas que c'est un grand problème. Je pense que c'est pas mal. C'est une bonne chose. Et après, il y a un joueur qui est très important, c'est le juge. C'est le juge qui décide définitivement, qui dit que non, vous n'avez pas raison. La Commission, vous n'avez pas raison. Je pense qu'il y a des forums excellents où il est possible de discuter. Et s'il y a un pays qui vient avec une idée peut-être nouvelle, je pense qu'il n'y a pas aucun problème parce qu'il y a autour de la table, il y a une discussion. Et aujourd'hui, la Hongrie soutient l'idée que l'Europe, ce n'est pas une entité, comment dirais-je, très ennuyeuse. L'Europe, c'est un lieu de la discussion. Et je pense que c'est une chose très, très importante. Et l'autre chose, que nous avons adopté une constitution. C'est provoqué aussi beaucoup de débats en Europe, déjà en 2010-2011. Pourquoi nous avons adopté une nouvelle constitution? Je vous ai mentionné que notre constitution était provisoire. C'est vrai que pendant 20 ans, grâce à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, nous avons élaboré les grands principes de droit constitutionnel. Mais il n'y avait pas une constitution, mais c'est juge qui était très actif. Moi-même aussi, j'ai adoré d'être juge actif. Parce que j'ai pensé que si je suis juge, bien sûr, c'est pas mal. Il y a le juge passif, et le juge normatif, et le juge actif. J'étais moi-même juge actif parce que la Constitution était un document stérile, neutre, et nous avons donné un contenu pour la Constitution. Ça fonctionnait pendant 20 ans comme ça. Oui, mais pour adopter une Constitution, c'est toujours une chose très importante quand il y a une crise dans la société. Je n'aime pas toujours la comparaison, mais n'oubliez pas qu'en France, comment la Ve République s'est arrivée, est née, en disant qu'il y a une grande crise pendant la IVe République, et alors le chef d'État à cette époque-là a décidé qu'il faut une nouvelle constitution. Pendant quelques semaines, M. Debré a proposé déjà une constitution, ce document était déjà connu beaucoup avant, c'est vrai. En 1946, déjà, les idées se sont arrivées déjà, mais la Constitution était un document très important. Et si je sais bien, en France aussi, la gauche à cette époque-là, Mitterrand a dit qu'il n'est pas possible de vivre avec cette Constitution. Et après, il a accepté aussi. Alors ça signifie que la constitutionnalisation, c'est un élément difficile, et chaque pays a sa propre histoire, comment adopter une Constitution.
Et étant donné que la Hongrie a voulu adopter pendant 20 ans une constitution jamais réussie à cause de conflits entre les partis politiques, M. Orbán a dit que voilà, cette période est arrivée pour faire adopter une constitution. Alors, il y a beaucoup de monde qui disent, ok, mais ce n'est pas une constitution de compromis. Pas tous les partis politiques ont approuvé. C'est vrai. Mais il faut que j'avoue aussi la constitution belge, par exemple, où tous les partis sont autour de la table. Est-ce que ça donne une stabilité pour le pays? Alors, ça signifie que je n'aime pas la généralisation des choses, parce que c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux. Et à chaque pays a sa propre histoire, et il faut prendre en considération des différents éléments. Je pense que, je suis membre de la Commission de Venise. La Commission de Venise a critiqué aussi comment cette constitution était rédigée, etc., pour que l'opposition n'a pas voté en faveur de la nouvelle constitution. Et ma réponse, la forme, ce n'est pas tellement important dans mon point de vue. Le contenu, c'est beaucoup plus important. Et comment est-ce que la société peut accepter après? Parce qu'il y a la légalité et la légitimité. La légalité que cette constitution a été adoptée en forme ordinaire, la forme qui était écrite dans les normes. Et la légitimité que la société accepte cette constitution ou non. Mais là-bas, il faut du temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous ai parlé déjà sur cet élément, je ne vais pas. Mais c'était une ancienne constitution que dans l'optique de faciliter le passage politique pacifique vers un état de droit faisant naître le système pluraliste, pluripartiste, démocratie parlementaire, l'économie marxiste, jusqu'à l'adoption de nouvelles constitutions de notre pays. C'était la préambule de notre constitution de 1949. Et alors, comme vous voyez, alors c'est 262 députés qui ont voté en faveur de la nouvelle constitution, extrême droite vote contre 44. Et c'est une chose très importante que je parle du mot l'extrême droite. Parce que chaque pays, malheureusement, existe l'extrême droite. En Hongrie aussi. Mais j'entends toujours qu'il y a un mélange entre le parti de Fidesz et entre Jobbik, le nom de l'extrême droite. Il n'y a aucune connexion entre deux partis. Aucune. Mais bien sûr que c'est plus important de vous donner l'image que voilà, il n'y a pas de différence entre deux partis politiques. Et je représente un pays où le Jobbik n'est pas membre du gouvernement. Moi-même, je ne peux pas accepter le discours de Jobbik. Alors, ça signifie que je pense que c'est un petit peu, comment dirais-je, je suis toujours triste quand j'entends que c'est une coalition avec le Jobbik, parce que ce n'est pas vrai. Mais c'est un parti qui reste fort dans la société, parce qu'il dispose quand même 44 places dans le Parlement. Et il faut que j'avoue aussi qu'aujourd'hui, c'est aussi parmi les militants, ça reste encore comment dirais-je, populaire. Les prochaines élections peut-être peut gagner de nouveau des votes. Je ne sais pas, aucune idée, mais il n'y a pas aucune connexion entre le parti de Fidesz et entre l'extrême droite. Mais je lis de temps en temps que c'est comme ça. Alors, et la gauche ne participe pas au vote. Alors, mais quand même, ça montre que ce n'est pas bien passé, parce que d'un côté, la gauche ne participe pas, l'extrême droite vote contre, alors qui est-ce qui approuve cette constitution? Alors, la coalition gouvernementale, la coalition parce qu'il y a des chrétiens démocrates et le Fidesz qui fait une coalition au sein du Parlement. Nous avons mis des éléments importants dans cette nouvelle constitution, et je pense que c'est une chose aussi très très importante. Alors, que nous avons mentionné aussi une constitution historique, l'importance de constitution historique. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé cette conférence, j'ai mentionné que combien est important les documents anciens, les constitutions historiques chez nous, dans le droit constitutionnel. Et nous avons voulu donner une importance pour cette ancienne constitutionnelle, qui n'était pas en vigueur après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, les juges sont invités de donner une interprétation. Qu'est-ce que signifie cette constitution historique? La Commission de Venise a critiqué, par exemple, l'existence dans la Constitution, la notion de la constitution historique. Mais nous avons dit, écoutez, c'est notre histoire, c'est notre identité constitutionnelle. Et je pense que les juges ont un pouvoir, bien sûr, bien interprété. Et il y a déjà 3 décisions de Cour constitutionnelle qui interprètent la notion de constitution historique. Et en plus, nous avons mis aussi le rôle de la Constitution, de la thèse de Sainte-Couronne, qui est très important aussi. Et nous avons mentionné aussi les racines chrétiennes aussi.
Alors, immédiatement, il y a un débat. Est-ce qu'il est possible de mettre des racines chrétiennes dans une constitution? Mais vous connaissez ce débat, ça a déjà existé au niveau européen aussi, lors de la Convention. Et il faut que j'avoue que chaque pays a sa propre histoire. Alors, étant donné en Pologne, en Italie ou en Hongrie, c'est un élément très important. La France, à la laïcité, c'est autre vision. Mais je pense qu'il n'y a pas aucun problème s'il y a de différentes visions dans différents États. Parce que la laïcité, c'est un élément très, très important chez vous, et j'accepte depuis la grande révolution française. Mais chez nous, l'État et l'Église, il y avait toujours la séparation existe, mais quand même, nous respectons en disant l'héritage chrétien dans la société, et nous disons que les églises peuvent jouer aussi un certain rôle, notamment dans l'éducation, le système de soins de santé. Alors, dans ce domaine-là, l'État peut conclure un accord avec les églises. Mais on dit que voilà, c'est un document, qu'est-ce qu'il dit, qui n'aiment pas cette constitution, qu'il y a dedans, comment dirais-je, un élément ultra-conservateur, parce qu'il y a dedans les éléments du 19e siècle. Je ne pense pas, parce que la première phrase de notre Constitution, Dieu bénit les Hongrois. C'est le premier alinéa de l'hymne national hongrois. Les communistes, M. Rákosi a chanté aussi. Alors, M. Rákosi, le secrétaire général du Parti communiste, a chanté que Dieu bénit les Hongrois. C'est pas un symbole chrétien, mais c'est un symbole hongrois, parce que c'est notre hymne national. Alors, c'est perdu l'importance de chrétienité, de chrétienne, et plutôt devenu une importance nationale. C'est notre premier alinéa de l'hymne national. Il y a dedans, bien sûr, dans la Constitution, fierté nationale, aspect historique, référence à la chrétienté, inspiration de l'indépendance, refus de dictature, etc., etc. Mais au lieu d'une très courte préambule, alors nous avons fait une profession de foi dans la Constitution, c'est presque une déclaration, et nous avons mis plein d'éléments dedans. Et il faut que j'avoue que, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui sont contre ces différentes déclarations. Là-bas, il y a un débat, bien sûr, dans la société, aujourd'hui en Hongrie, concernant le contenu de la profession de foi. Et d'autres choses qui est très important que nous avons mis aussi dans la Constitution, c'est l'importance des différentes communautés. Quelle est la base de la société? La base de la famille. Alors nous avons mis l'importance de la famille dans la Constitution, des communautés. Et nous avons voulu mentionner aussi un symbole, mais au lieu de souligner tout le temps l'importance des droits subjectifs des individus, nous souhaitons mentionner qu'il y a une solidarité entre les individus dans une société. Alors ça signifie qu'il y a un rôle pour les communautés aussi dans la société. Et je pense que c'est un débat idéologique en particulier, parce qu'il y a les gens qui préfèrent plutôt parler exclusivement le droit individuel, et il y a les autres qui disent que, ok, j'accepte le droit individuel, mais les individus vivent dans une communauté. Il faut respecter aussi les intérêts de communauté. Et je pense que c'est un grand débat idéologique aujourd'hui autour de cette constitution, parce qu'il y a deux écoles. Parmi les deux écoles, il y a un débat. Et dans le Parlement, le Fidesz, alors le parti politique, représente une idée en disant que les communautés ont une importance. Et c'est la raison pour laquelle elle a heurté les intérêts des libéraux, alors qu'ils disent que non, c'est pas bon, c'est pas acceptable. D'autres choses, alors, que nous avons mis dans cette constitution, alors qu'il y a une nouvelle structure, il y a les lois organiques aux lois cardinales, les lois cardinales qu'il faut adopter avec 2/3 majorité dans le Parlement. La Commission de Venise a critiqué que c'est trop, mais il faut que j'avoue que quand je vois la constitution précédente, là-bas il y avait 28 lois organiques et personne n'a pas dit que c'est trop. Le problème, dans le point de vue, c'est un problème politique, mais pas juridique. Parce que s'il y a 2/3 majorité, dans le parti dispose 2/3 majorité, voilà dit, alors qu'il veut faire un ciment. Alors, mais s'il y a différents partis, il y a toujours, c'est une bonne chose, parce qu'il est possible d'aller vers un compromis. Mais écoutez, l'année prochaine, il y aura une élection en Hongrie. Et je ne pense pas qu'il y aura 2/3 majorité dans un parlement. On verra comment il est possible de gouverner.
Mais il est possible de trouver toujours le compromis. Notre adhésion à l'Union européenne, notre adhésion à l'OTAN, il y avait plein de lois organiques auparavant où il fallait adopter avec 2/3 majorité toujours. Alors, séparation entre l'État et l'Église, je vous ai mentionné, je ne veux pas parler trop sur ce sujet. Et après, c'est très important. Notre relation avec les Hongrois au-delà des frontières de la Hongrie. Parce que quand même, il faut savoir, comme je mentionnais, qu'à Tête et Trianon, alors, comment dirais-je, un petit peu modifié la frontière, et aujourd'hui, il y a à peu près 2 500 000 Hongrois qui habitent en dehors de la Hongrie. 1 500 000 qui habitent en Transylvanie, à peu près 500 000 qui habitent en Slovaquie, en Ukraine à peu près 200 000, en Serbie à peu près 60 000, et en Autriche 10 000, alors je ne sais pas combien, mais à peu près 2 500 000. C'était toujours une question de tabou pendant les années communistes. Mais il faut que j'avoue que c'est une fête. En Transylvanie, qui habite là-bas, il dit que je suis hongrois. Je suis un citoyen roumain, mais quand même, je suis hongrois, je parle en hongrois, mes relatifs habitent en Hongrie, je voyage beaucoup là-bas, grâce à satellite, les autres instruments moyens, ils regardent à la maison la télé hongroise, ils discutent à la maison en hongrois, alors ils restent hongrois, ils sont hongrois. Et c'est une fête en Slovaquie, c'est une minorité ethnique dans les différents pays limitrophes. Comme immédiatement après le changement de régime, nous avons mis un article dans la Constitution en 1990 déjà, 89, que la Hongrie se sent une responsabilité envers les Hongrois qui habitent dans les pays en dehors de la Hongrie. Parce qu'il y a à peu près 5 millions de Hongrois qui habitent dans le monde, 10 millions qui habitent en Hongrie, à peu près 2 500 000, 2 800 000, je ne sais pas exactement qui habitent dans les pays limitrophes, et les autres qui habitent aux États-Unis ou ailleurs. Alors, ça signifie qu'il y a très peu de pays comme ça, où 1/3 de la population qui habite en dehors de son pays. Les Portugais peut-être, parce que quand les Portugais, quand je vois, c'est un peu similaire. Mais bien sûr, chaque pays a sa propre histoire, sa propre story. Alors, c'est notre histoire, c'est vraiment unique, parce qu'il y avait, après la Première Guerre mondiale, il y avait bien sûr un traité de Trianon. À cause de ça, alors, il y avait une modification des frontières. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Oublier. En disant que je m'en fous, qu'il y a des Hongrois qui habitent là-bas, je ne pense pas que c'est acceptable. Nous avons fait pendant 40 ans. Et je pense que ce n'est pas une bonne réponse dans une Europe unie, et dans une Europe où il n'y a pas de frontières intérieures, où il y a une réflexion commune, oublier qu'il y a mes compatriotes, mes voisins, mes cousins qui habitent à l'étranger. Je ne pense pas à la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans la Constitution cet article, fameux article, la Hongrie se sent responsabilité envers les Hongrois habitant dehors de la Hongrie. Immédiatement, il réflexe, voilà, les Hongrois veulent provoquer un problème géopolitique. Nous avons refusé en disant, écoutez, c'est autre chose. C'est une responsabilité. Nous ne souhaitons jamais maintenant modifier les constitutions, les traités et des choses comme ça, révision du traité. Mais il faut respecter qu'il y a des différentes identités. Il y a des identités hongroises en dehors de la Hongrie. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté, par exemple, une loi que nous donnons les différentes aides financières pour les familles ou quelqu'un qui apprend la langue hongroise, par exemple, pour acheter des livres, des matériels, des choses comme ça. Ou par exemple, produire un film. Alors il y a des différents éléments dans la culture, en particulier dans l'enseignement, que la Hongrie donne les différents aides pour les communautés hongroises dans les pays voisins. Et en même temps, en 1990, nous avons donné la possibilité à tous les Hongrois qui habitent à dans les pays occidentaux, reprendre sa nationalité hongroise. Alors, le père de votre ancien président de la République, je ne le cache pas, un citoyen hongrois. Il a un passeport hongrois. Si son fils veut devenir hongrois, il peut recevoir sans problème un passeport hongrois aussi. Parce que son père, alors Paul, était hongrois, il est arrivé ici, alors nous avons dit, écoutez, c'est votre choix. Et la France a accepté sans problème que le père, votre ancien président, reprend sa nationalité hongroise et reprend un passeport hongrois. Et nous avons offert cette même possibilité pour tous les Hongrois qui habitaient dans le monde, au Venezuela, au Chili, ou je ne sais pas où, en Autriche, parce que nous avons dit que les Occidentaux viennent. Mais nous avons oublié les Hongrois qui habitaient 20 km
vers l'Est. Alors c'est une discrimination. Et nous avons mis que, écoutez, nous donnons la possibilité que tous les Hongrois qui parlent en hongrois, qui veulent obtenir la nationalité hongroise, peuvent recevoir la nationalité hongroise. Et il y a beaucoup en Roumanie, par exemple, alors qui, en Serbie, sans aucun problème, qui peuvent obtenir la nationalité hongroise avec un passeport hongrois. Mais il reste aussi le citoyen roumain. Alors, la Slovaquie n'accepte pas cette solution en disant que ça heurte les intérêts de la Slovaquie. Alors, les Hongrois qui habitent en Slovaquie ne peuvent pas obtenir aujourd'hui la nationalité hongroise. Mais c'est un fait que nous avons lancé cette initiative et maintenant, en particulier en Roumanie et en Serbie, il y a beaucoup de monde qui reprend la nationalité hongroise. Mais c'est un élément que je voulais mentionner parce que quand même c'est une chose très importante et je pense qu'il y a un débat autour de la constitution hongroise, ça peut être aussi un élément.